Donc, nous aurons peut-être aussi l'occasion d'en parler tout à l'heure. Vous êtes un vrai médiateur entre donc ces deux cultures, bien que vous ayez passé maintenant plus de 40 ans en France. Mais vous êtes encore, on vient d'en parler, il y a un an, vous êtes intervenu au Deutschlandfunk en Allemagne, en parlant notamment aussi de l'influence de la philosophie allemande en France. Voilà. C'est pour vous tracer un tout petit peu la table ronde de ce soir. Comme d'habitude, après des premières interventions, on va éventuellement commencer un débat avec les participants ici. Et bien entendu, vous aurez ensuite l'occasion de poser quelques questions avant de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire le verre d'amitié qu'on vous sert à la fin de cette soirée. N'oubliez pas d'arrêter, d'éteindre vos téléphones mobiles, s'il vous plaît. Et je pense, malheureusement, on n'a pas le livre d'Arno Münster ici présent. Il y en a 2 ou 3 exemplaires. N'hésitez pas à nous les demander pour les feuilleter après et éventuellement pour vous entretenir avec son auteur. Voilà, cher Arno Münster, je vous passe la parole pour votre exposé. Merci beaucoup, Joachim Umlauf, pour cette belle introduction, trop élogieuse à mon égard, je pense. De toute façon, merci de nous avoir donné la possibilité de faire ce débat ce soir ici à l'Institut Goethe autour de Jonas Anders et Ernst Bloch. Et puisqu'il s'agit de 3 philosophes évidemment qui sont certes un peu connus en France, mais malheureusement peut-être pas assez. De toute façon, ils ne mobilisent pas les foules. On va bien ce soir, pour quelle raison que ce soit. Alors je suis chaque fois un peu parfois, oui, on peut être parfois un peu déçu justement parce que en ce qui concerne Ernst Bloch, alors ça frappe disons, cette indifférence presque incompréhensible, puisque c'est vraiment un très grand philosophe, n'est-ce pas, donc, qui a laissé une œuvre philosophique de première importance, justement, qui malheureusement n'est toujours pas vraiment, ce que je regrette beaucoup, reconnu en France. Donc, et au moins, aurait-il mérité d'être mis sur le même piédestal que Walter Benjamin, mais on ne l'a pas vraiment fait. Et donc, nous pouvons rattraper ce retard ce soir. Donc, nous avons fixé un triple objectif ce soir. C'est-à-dire, premièrement, évidemment, de parler de Jonas comme auteur du principe de responsabilité et de sa tentative de formuler, d'esquisser une nouvelle éthique pour notre civilisation de la technologie moderne. Deuxièmement, aussi un peu d'évoquer aussi l'œuvre de Günther Anders, qui est d'une sorte Cassandre, justement avec ses prophéties sur l'ère nucléaire et sur Hiroshima qui est partout, vient toujours être justement reconfirmé se rattraper par l'actualité, n'est-ce pas, comme Joachim Umlauf visitait tout à l'heure, justement, avec Fukushima, n'est-ce pas, donc qui est évidemment, c'est quelque chose que Anders, dans son angoisse pour l'avenir de l'humanité à l'ère nucléaire, avait prévu, nous avait mis en garde justement contre ce grand danger. Donc, troisièmement, alors nous voulons aussi parler de l'écologie, notamment de l'écologie politique, et aborder donc cette question, quelles sont donc les perspectives pour une écologie politique aujourd'hui, donc sur l'arrière-fond alors de ces événements dramatiques récents et justement des possibilités que nous avons justement pour agir, peut-être pour faire encore. Pour citer Walter Benjamin, donc tirer ce frein d'émergence, n'est-ce pas, que mon ami Michael Louvi a cité très justement à propos de Walter Benjamin. Peut-être n'est-il pas toujours trop tard, peut-être un réveil peut encore se produire pour qu'on puisse nous éviter le pire du point de vue des catastrophes écologistes à venir. Donc c'est la question, alors comment faire, peut-on penser éventuellement opérer ce retour. Donc d'abord, notre première question, alors c'est savoir, qui est finalement, qui est Jonas, qui est Hans Jonas. Un tout petit rappel d'ordre chronologique et biographique.
Évidemment, Hans Jonas, il est né en 1903 à Mönchengladbach, c'est près de Cologne. Il est l'élève de Husserl, de Heidegger et de Bultmann. Donc, il a suivi les cours à l'université de Marbourg. Et puis il a été professeur de philosophie à Jérusalem d'abord, puis au Canada, puis à New York, aussi à Munich pendant un certain temps, à la fin de sa vie. Et il a une œuvre très importante, évidemment, et parmi ses publications les plus importantes, traduites en français. On peut citer, par exemple, son livre sur la religion gnostique, publié chez Flammarion en 1978, son livre Le concept de Dieu après Auschwitz, publié chez Payot Rivage en 1994, ou son livre Le droit de mourir, Rivage 96, Entre néant et l'éternité, chez Bélin en 1996, le phénomène de la vie vers une biologie philosophique, pas vers une philosophie biologique, mais vers une biologie philosophique, publié à Bruxelles chez De Bock en 2001. Et donc, en publiant en 1979 son ouvrage principal, Le principe responsabilité, Hans Jonas s'était a priori fixé deux objectifs majeurs. Premièrement, esquisser, au mépris de toutes les orthodoxies et canonisations dogmatiques, les cadres conceptuels adéquats pour une éthique nouvelle étant à la hauteur des problèmes moraux nouveaux, nés à l'entrecroisement de la perception de la dangerosité accrue des technologies modernes avancées avec leur potentiel destructeur considérable, de la crise écologique avec ses menaces à long terme pour la survie de l'humanité et de la prise de conscience de la nécessité de déterminer, précisément à partir du concept de responsabilité, un principe nouveau pouvant servir de guide et de boussole théorique pour l'action de l'homme contemporain, témoin de toutes ces mutations. Donc, et deuxièmement, c'était le deuxième objectif de Hans Jonas, et de cela on peut discuter, on peut éventuellement le problématiser, sinon le mettre en cause, c'est réfuter, en mobilisant tous les arguments logiques, philosophiques et politiques possibles, le principe espérance d'Ernst Bloch, d'un philosophe marxiste qui était désormais entré dans le mausolée de l'histoire de la philosophie moderne et contemporaine du XXe siècle, comme le penseur du non encore, messianique, du courant chaud, de l'espérance et de l'utopie concrète. Même s'il semble être acquis que Jonas ait du moins atteint son premier objectif, c'est-à-dire, par exemple, par la substitution de l'éthique kantienne du devoir et de l'impératif catégorique par une éthique focalisant sur l'existence de l'homme, sur la nature, sur la préservation de l'environnement et notre responsabilité à l'égard des générations futures. Et la popularité de Jonas auprès des écologistes tient apparemment à cela. Il est en même temps, je pense, beaucoup moins sûr qu'il ait aussi réellement atteint son objectif second, à savoir cette réfutation de la pensée utopico-eschatologique messianique d'Ernst Bloch et de son principe espérance. Tout simplement parce que, au moins c'est ma thèse, ma conviction, parce que en ce qui concerne cet aspect, l'argumentation de Jonas à ce propos me semble mais pas toujours très convaincante. Évidemment, le tout premier objectif de Jonas était de formuler une morale nouvelle, adaptée aux grands défis lancés par la révolution technologique et la technoscience au XXe siècle. Pour esquisser et pour élaborer les fondements philosophiques d'une éthique nouvelle, d'une morale nouvelle, plaçant au centre de ces réflexions non plus les concepts universels d'une métaphysique des mœurs, mais partant du constat de la prise de conscience du fait que les morales traditionnelles sont devenues inopérantes, notamment pour les décideurs politiques. Il s'agissait donc, pour Jonas, de formuler une éthique nouvelle autour de l'idée de responsabilité, à savoir une éthique qui veut fonder le bien ou la valeur sur l'être, si bien que l'axiologie devient ainsi une part de l'ontologie. Mais, affirme Jonas, c'est là très important pour l'écologie politique, évidemment, la nature pose aussi des valeurs. La nature pose également ses valeurs. Quand il disait dans une introduction à une métaphysique des mœurs, tu peux parce que tu dois. Or, Jonas, résolu à renverser cette éthique ancienne fondée sur le devoir et le commandement médiatisé par l'impératif catégorique, affirme que le tout premier impératif moral est que l'humanité soit. De facto, l'impératif kantien, catégorique kantien, est ainsi tout simplement remplacé.
comme je l'explique dans mon livre, parce que ce que Jonas dénomme l'impératif d'existence, et cet impératif d'existence est bien articulé avec un impératif ontologique, résultat de l'idée de l'homme qui sous-tend l'interdiction de jouer au va-tout avec l'humanité. À propos de la responsabilité, Jonas fait a priori la distinction entre la responsabilité naturelle et la responsabilité contractuelle, avant de focaliser sur la responsabilité librement consentie, librement choisie de l'homme politique, dont l'objet de la responsabilité est, comme le souligne Jonas, la res publica, la chose publique. La chose publique est potentiellement l'affaire de tous, mais qui n'est actuelle qu'à l'intérieur des limites qu'impose l'observation des obligations générales des citoyens. Et en ce qui concerne cette responsabilité de l'homme politique, Jonas met aussi en évidence qu'il n'y a pas, à vrai dire, de loi universelle pour cela, mais seulement l'acte libre qui est intégralement son propre risque moral. Autrement dit, l'homme libre s'empare de la responsabilité qui attend son maître et par la suite, il est certes soumis à son existence. C'est la suprême liberté de soi qui, selon lui, conduit au devoir le plus exigeant et le plus implacable. On peut constater ici donc une certaine affinité avec la définition existentialiste de la responsabilité, précisément à partir de ce même acte de la liberté du sujet par Jean-Paul Sartre dans L'être et le néant, même si Jonas, donc, qui a également grandi philosophiquement, ça a été dit, à l'ombre de Husserl et de Heidegger, ne se réclame pas explicitement de lui. L'autre grande forme de responsabilité évoquée par Jonas est évidemment celle des parents à l'égard des enfants. Jonas était lui-même père de famille avec 3 enfants, et puis aussi celle de l'artiste à l'égard de son œuvre. Pour Jonas, en effet, parents et hommes d'État sont des paradigmes éminents qui ont en commun les 3 concepts de totalité, de continuité et d'avenir, référés à l'existence et au bonheur des êtres humains. Car avoir de la responsabilité pour autrui fait indiscutablement partie, dit Jonas, ça fait partie de l'être de l'homme, comme si ce devoir était inscrit dans l'être de l'homme existant. C'est ce devoir qui entraîne l'obligation objective sous la forme de la responsabilité externe. Donc, selon Jonas, cette responsabilité pour autrui est nécessairement incorporée à l'homme existant, ainsi bien que sa qualité, je cite, sa qualité de sujet capable de causalité, comme telle, entraîne l'obligation objective sous forme de la responsabilité externe. Mais l'homme peut, bien entendu, être moral, comme il peut être immoral. De même, le fait de responsabilité manifeste déterminé avec leur devoir, à chaque fois concret, n'est-il pas encore identique au devoir abstrait qui, à partir de la revendication ontologique de l'idée de l'homme, s'adresse secrètement à tous et qui cherche parmi eux ses exécutants ou ses gardiens? D'où le scepticisme de Jonas à l'égard des éthiques idéalistes, et notamment à l'égard d'une éthique fondée sur les commandements ayant une force d'obligation objective, l'éthique kantienne notamment, et sa volonté de refondation de l'impératif catégorique en tant qu'impératif d'existence. Cela entraîne aussi chez Jonas la substitution du commandement éthique abstrait du devoir par un commandement ontologique qui a fait irruption ontiquement et institue la chose au monde fondamental qui oblige désormais l'humanité, je cite, une fois qu'elle s'est mise à exister effectivement, même si c'est un hasard aveugle qui l'a fait apparaître au sein de la totalité des choses. Alors, on entrevoit bien comment, dans ce contexte philosophique précis, la responsabilité pour autrui est bien autrement définie par Hans Jonas que par Emmanuel Levinas. Il ne s'agit plus d'une dépossession du sujet par autrui, par l'autre. Il n'est pas question de l'arrachement, de l'étrangeté indéfinissable de l'autre à l'empire totalisant du même, en plaçant l'épiphanie du visage, la nudité, la mendicité de l'autre comme extériorité qui dérange et déchire le sensible au centre de ses réflexions, pour esquisser ainsi une pensée de la transcendance éthique d'autrui.
Il s'agit plutôt d'enraciner le « on doit » de la responsabilité, d'une manière tout à fait réaliste et responsable, dans le pouvoir de l'homme, qui devient ainsi le gérant de toutes les autres fins en soi, qui tombe d'une manière ou d'une autre sous la loi de son pouvoir. Il s'agit aussi, à la rigueur, précisément à propos de l'enfant, comme objet élémentaire de la responsabilité des parents, de tenir compte de ce que Jonas appelle l'évidence archétypique du nourrisson, pour cerner l'essence de la responsabilité. Et là, je vais vous recommander ce qu'il écrit à ce sujet, page 257 du principe de responsabilité. C'est vraiment tout à fait intéressant. Donc, c'est incontestablement cette perspective dominée par l'évidence des faits ontologiques qui incite Jonas à accorder une telle importance dans l'application du principe de responsabilité à la responsabilité première et tout à fait fondamentale des parents à l'égard de leurs enfants et des hommes politiques à l'égard des responsabilités qu'ils prennent face à l'opinion publique, la res publica et leurs électeurs. Mais on pourrait regretter, notamment du point de vue d'une philosophie sociale critique, qui est la nôtre, que Jonas, lorsqu'il aborde le problème du rapport parent-enfant, ne tient pas du tout compte ni des recherches socio-psychologiques de l'école de Francfort, qu'il ignore, ni du fait de la crise de la famille, de la société moderne et contemporaine, ni de la fonction objective de la famille en tant qu'instance de socialisation primaire, c'est-à-dire en tant que cellule d'ordre de la société globale, avec son cortège de frustrations psychologiques et de violence. Mais il est néanmoins aussi évident que malgré ce déficit, l'appel éthique solennel de Jonas à la responsabilité des parents ne légitime aucunement le discours de l'autorité tenu dans ce domaine par les conservateurs. Par exemple, ici, en France, non seulement en France, c'est le discours des conservateurs qui déplace volontairement le curseur vers la justification de rapports autoritaires au détriment de ce qui devrait être, selon les connaissances de la sociopsychologie moderne, le concept central pour une éducation autre, non répressive des enfants, à savoir le concept de la compréhension psychologique, mis en avant par Max Horkheimer, dès ses premiers écrits. Mais on a vu que Jonas privilégie ici surtout d'autres concepts. Il privilégie les concepts de continuité, de totalité et d'avenir, en contournant donc cette socio-psychologie critique de l'école de Francfort. Mais bien entendu, la critique des positions de Jonas ne devrait, j'en suis convaincu, pas être confinée à ce seul aspect. Elle devrait aussi concerner tout ce qu'il affirme dans le chapitre 5, notamment le chapitre 5e et 6e de son livre, au sujet de l'utopie, au sujet du marxisme, au sujet du progrès, ce qu'il appelle l'utopisme marxiste en général, ou au sujet du marxisme de l'utopie concrète d'Ernst Bloch en particulier. Et pour le dire tout de suite, j'ai voulu alerter avec mon livre contre un malentendu. Précisément le malentendu que principe responsabilité et principe espérance seraient, comme le suggère d'ailleurs Jonas lui-même, dans le 6e chapitre de son livre intitulé « La critique de l'utopie et l'éthique de la responsabilité », absolument incompatibles. Vu qu'il s'agissait ici de deux visions du monde tout à fait antagonistes, celle de Jonas tendue vers une éthique ontologiquement fondée de la responsabilité, et celle d'Ernst Bloch orientée vers l'esprit utopique, voire l'utopie concrète et les images de ce souhait de la conscience anticipante. En effet, le leitmotiv du dernier chapitre du principe responsabilité est ce que Jonas appelle la critique de l'utopisme marxiste. Or, à mon avis, agir, par exemple, agir au sens de la réalisation de l'utopie concrète, comme l'entend Ernst Bloch, ne signifie nullement, mais cela Jonas ne l'a pas compris, agir d'une façon irresponsable et irréfléchie. Au contraire, cela peut bien être mon propre sens aigu de l'exercice de la responsabilité qui,